Monsieur Prince Israël Koya, vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Paris et vous êtes surtout l'auteur du livre événement de ce début d'année 2021 intitulé « Les 4 grandes évolutions des stratégies de domination politique et économique occidentale dans l'Ouest africain, de la colonisation à nos jours », paru aux éditions Harmattan, Paris. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire sur la sempiternelle problématique des rapports de domination entre le Nord et le Sud? Quels intérêts revêt cette étude de la recherche scientifique et, plus concrètement, pour les populations africaines et occidentales? Comme vous l'avez dit, la question des rapports Nord-Sud est une question sempiternelle qui semble sans fin. Aujourd'hui, nous sommes partagés entre les partisans de ce qu'on appelle la repentance coloniale d'un côté, et donc de ceux qui souhaitent que les puissances coloniales reconnaissent les torts et leurs politiques impérialistes, notamment en Afrique, et de l'autre côté, ce qu'on appelle les partisans de la repentance non coloniale qui, jusqu'aujourd'hui, s'opposent à un repenti formel des anciennes puissances. Et donc finalement, on se trouve dans une guerre idéologique, dans une guerre scientifique et dans une guerre qui oppose donc des communautés sur les aspects négatifs ou positifs qu'auraient représenté les politiques de domination occidentale en Afrique. D'un point de vue scientifique également, la communauté scientifique se trouve être divisée sur cette question et ce livre vient avec l'objectivité et avec le travail long de 200 ans, donc des années 1800 à nos jours, apporter un éclairage nouveau et une certaine vision objective de ces relations et de ces rapports de domination entretenus entre l'Afrique et l'Occident de la colonisation à nos jours. Vous parlez des 4 grandes évolutions des stratégies de domination politique et économique des pays occidentaux dans l'Ouest africain. Pouvez-vous nous les présenter de manière simple et précise? Alors, la première génération ou la première évolution chronologique de ce que nous appelons les stratégies de domination occidentale dans l'Ouest africain débute à partir du milieu des années 1800 par la colonisation, la conquête, la mise sous administration des métropoles européennes, notamment françaises et britanniques. Et de cette période du milieu des années 1800 jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a donc cette première génération qui est rigide, qui est forte et pendant laquelle les populations colonisées sont tenues comme inférieures, mais on a voulu toujours pendant cette période profiter donc des ressources naturelles de cette partie du monde et des colonies et finalement on était dans un régime rigide où le colonisé se trouvait être en bas de l'échelle et le colon, le métropolitain, au-dessus. La deuxième génération arrive avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale où finalement certaines revendications des ouvriers, des anciens combattants et des élites africaines qui émergeaient finit donc par faire reculer l'administration coloniale afin qu'elle puisse accorder donc maintenant des inflexions à leurs anciennes politiques qui étaient somme toute omnipotentes et qui étaient sans partage. À cette deuxième génération, on va constater l'ouverture de la vie politique aux colonisés. On va aussi constater que l'égalité des droits, la fin du travail forcé deviennent des choses actées. Toutefois, les colonies, bien que devenues territoires d'outre-mer, restent dominées par la politique métropolitaine. La troisième génération, quant à elle, va consister donc à concéder les indépendances devant les facteurs centrifuges, devant la volonté des colonisés de s'émanciper. On leur donnera les indépendances sous condition en leur disant on vous accorde l'aide au développement en tant qu'État moderne à venir et on vous accorde aussi la reconnaissance internationale en tant qu'État indépendant. Toutefois, cela ne va pas sans les accords de coopération. Cela a été valable dans le cas des colonies françaises. Dans les colonies britanniques, on a assisté effectivement à l'analyse du solde de la décolonisation. Fallait-il décoloniser l'Afrique de l'Ouest? Oui, parce que les intérêts britanniques n'étaient pas assez importants. Alors on va négocier, avant de leur accorder l'indépendance, leur intégration au Commonwealth of Nations, qui allait devenir ainsi donc la sphère impériale postcoloniale britannique. Et enfin, la quatrième génération est de la domination occidentale en Afrique est à la fois bilatérale et multilatérale. Bilatérale parce que les anciennes puissances britanniques et françaises ne vont pas abandonner leur dessein d'hégémonie à l'époque postcoloniale, mais bien au contraire, sous des formes beaucoup plus insidieuses, vont réussir donc à maintenir dans leur zone d'influence les nouveaux États devenus indépendants autrefois colonisés par elles.
Et au plan multilatéral, on va voir que les régimes internationaux, donc les organisations internationales avec à leur tête l'ONU, et ensuite ces organismes spécialisés tels que l'OMC et autres, vont constituer donc une sorte de bras séculier à la politique hégémonique occidentale en Afrique de l'Ouest. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur ces 4 générations de l'impérialisme occidental tel que clairement présenté dans notre ouvrage. Près de 60 ans après les indépendances africaines, peut-on valablement parler de la fin des politiques de domination occidentale en Afrique, malgré les nouvelles dynamiques d'autonomisation impulsées par les Africains eux-mêmes? Alors, il faut reconnaître que depuis le début des années 2000, sinon depuis le début même des années 1990, avec la vague de démocratisation, avec le réveil du secteur privé africain, avec le réveil des élites africaines et la maturation des opinions publiques, on a donc un cocktail qui constitue là de vraies dynamiques sociopolitiques et économiques en Afrique et qui permettent l'émancipation des Africains et donc qui permettent de mettre fin à cette 4e génération donc de la domination occidentale en Afrique qui est la domination, d'après les indépendances, la domination postcoloniale. Toutefois, malgré les efforts consentis donc par les Africains, malgré ces dynamiques africaines que nous venons d'énumérer, nous ne pouvons pas parler de la mort de l'impérialisme postcolonial, mais nous pouvons seulement parler d'évanescence, sinon de corrosion de cet impérialisme autrefois totalitaire et omnipotent vers une domination aujourd'hui beaucoup plus soft, vers un soft power. Donc on ne parle pas de décès donc de cette impérialiste domination, on va plutôt parler d'évanescence, d'essoufflement. Que diriez-vous au sujet de la présence chinoise et d'autres puissances étrangères, autrefois sans colonie, sur le continent africain? Aujourd'hui, la Chine est vue comme une vraie alternative aux anciennes politiques de domination franco-britannique et américaine en Afrique, mais il faut aussi se rappeler qu'en 2013, la Chine a espionné le siège de l'Union africaine dont elle avait offert gracieusement la rénovation à l'institution régionale. Donc il faut comprendre par là, d'après les internationalistes réalistes, que les États ne défendent que leurs intérêts. Et donc dans ce sillage, la Chine avec ses prêts garantis, ses prêts conditionnés donc à l'ouverture du marché des matières premières, ses prêts garantis donc par l'accord donc de marché de travaux publics aux entreprises chinoises, poursuit aussi l'objectif ultime, le développement des nouvelles routes de la soie, l'imposition de l'influence chinoise dans des territoires là où elle n'avait point eu auparavant de colonies. La Chine poursuit aussi donc à sa manière une politique impérialiste hégémonique sans pour autant exercer donc des moyens de pression violents tels que nous l'avons constaté auparavant dans le cas donc des puissances occidentales. Toutefois, pour ce faire, la Chine poursuit ses intérêts et n'est pas non plus à distinguer des puissances occidentales. Elle est dans un jeu d'intérêts et elle poursuit ses intérêts. Aux Africains donc de savoir tirer parti de cette coopération avec la Chine et avec d'autres puissances émergentes telles que Israël, la Turquie et pourquoi pas le Brésil. Quelles recommandations feriez-vous pour une autonomisation définitive de l'Afrique dans un système post-colonial de plus en plus mondialisé? Alors, l'Afrique a toujours été considérée depuis le congrès de Berlin de 1885 par le roi belge comme une tarte, un gâteau où tout le monde pouvait venir se servir. Aujourd'hui, si l'Afrique doit constituer un gâteau, qu'elle le soit d'abord pour ses propres fils, pour les propres entrepreneurs, pour les étudiants, pour la jeunesse africaine. Et c'est de là que va partir l'indépendance et l'autonomie africaine. Il faut que les Africains s'approprient le gâteau que représente leur continent et ensuite, libre à eux de coopérer mais de manière indépendante avec toutes les puissances du reste du monde tant que l'intérêt africain se trouve être garanti. L'ouvrage événement de ce début d'année 2021, intitulé « Les 4 grandes évolutions des stratégies de domination politique et économique occidentale dans l'Ouest africain, de la colonisation à nos jours », paru aux éditions Harmattan Paris, est donc disponible dans toutes nos librairies en version papier et numérique, mais aussi sur toutes les plateformes en ligne telles que Amazon et Fnac.